Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le Jaguar. Les vacances battent leur plein en cet été 90. L'insouciance légitime des loisirs du soleil s'allie harmonieusement à l'espoir que procure l'ordre nouveau d'un monde meilleur. En effet, le mur de Berlin vient de s'effondrer le 9 novembre 1989. On rêve à un monde en paix. Pourtant, le 2 août, brutalement, le ciel s'obscurcit et l'orage gronde. La guerre pointe à l'horizon. Saddam Hussein, dirigeant de l'Irak, a décidé d'envahir le Koweït et le monde entier se trouve abasourdi. Durant 6 mois, c'est l'escalade. Des intimidations et des exactions d'un dictateur s'opposent à la détermination et aux résolutions des Nations Unies. Le 17 janvier 1991, à 0 heure, heure de Paris, la phase aérienne commence. Si vous me permettez, je vais citer Foch. La victoire aérienne est préalable à la victoire terrestre dont elle est le gage. C'est ce qui va se passer avec le déclenchement de tempêtes du désert. Rapidement, les Alliés ont la maîtrise quasi totale et immédiate de l'espace aérien au-dessus du théâtre d'opération. Le but à atteindre est d'affaiblir l'adversaire pour garantir le minimum de pertes amis lors de l'offensive terrestre. La phase dure 38 jours, puis c'est au tour de la deuxième phase qui ne dure que 100 heures. L'armée de l'air, et le Jaguar en particulier, ont pris part à cette grande bataille aérienne. Le nom de l'opération est Daguet. Le colonel Job prend le commandement de cette base aérienne que le Royaume-Uni met à la disposition des forces aériennes françaises. Le 1er octobre 1990, le choix de son implantation est arrêté, c'est l'aéroport d'Al-Assad en Arabie Saoudite. Le mercredi 3 octobre à 7h58, décolle d'Istres 4 Mirage 2000 CRDI de la 5e escadre d'Orange et 4 Mirage F1 CR de la 33e escadre de Strasbourg. Ils sont accompagnés pour le ravitaillement en vol par deux C-135 FR des forces aériennes stratégiques. 6h30 plus tard et sans escale, les avions français se posent à la base d'Al-Assad. Les Transal les ont précédés, 600 tonnes de fret par la voie des airs et 1000 tonnes par la voie maritime. Le 8 octobre, 4 Mirage 2000 et 4 Mirage FACR, toujours des mêmes escadres, rejoignent les avions déjà en place. C'est au tour des Jaguars de la 11e escadre de Toul qui partent les lundis 15 et mercredi 17 octobre. En tout, sur la base d'Al-Alassa, c'est 12 Mirage 2000, 4 FACR, 24 Jaguars, un Gabriel, 2 Puma SAR, 2 unités de Crotale et des missiles et bitubes, etc. Entre le 2 août et le 16 janvier, les Jaguars totalisent 1258 heures de vol, les 2000 1163 et les CR 731 heures. Le 17 janvier, à 5h30, les Jaguars décollent à bord des pilotes de la 7 et la 11e escadre de chasse. L'objectif est la destruction des stocks de missiles Scud, neutralisation de la défense solaire, et des dispositifs de transmission du terrain d'Al-Jaber, situé au centre du territoire koweïtien. 12 Jaguars armés de lance-grenades Beluga et de bombes de 250 kg. Le dispositif, c'est un raid offensif de 12 appareils. Alors ça veut dire quoi un raid offensif de 12 avions? La patrouille légère désigne la formation minimale de 2 avions, indissociables en vol. La patrouille simple réunit 2 patrouilles légères et compte donc 4 avions. C'est le dispositif aérien élémentaire. Un raid offensif ou mass raid se compose de 2 patrouilles simples de Jaguar, dont l'action simultanée se concentre sur le même objectif. Une patrouille de reconnaissance à l'avant du raid peut constituer le press-strike, le strike lui-même désignant la vague des chasseurs-bombardiers. Les patrouilles d'accompagnement, intercepteurs de la défense aérienne, assurent éventuellement la défense rapprochée du dispositif face à une agression RR. Les Jaguars filent vers leur objectif à 150 pieds et à grande vitesse au-dessus du Koweït, et donc en zone ennemie. La défense solaire est active, même si cette dernière est essentiellement composée de tirs de petit calibre. Les avions progressent malgré tout à la recherche de l'objectif. Ça y est, ils sont là, tout va très vite, il faut tout larguer et dégager aussi vite que possible. Sur le chemin du retour, la tension retombe, le leader fait le point, tous les équipiers sont là. Néanmoins, 4 appareils sont légèrement endommagés et 2 d'entre eux sont contraints à un déroutement sur Al-Jabwal, au nord de Daran. Les 10 autres Jaguars se posent sans encombre sur Al-Assa. Véritable miraculé, l'un des pilotes, le capitaine Mannheim, est légèrement blessé au cuir chevelu, une balle de Kalash a traversé son casque de part en part. Les pilotes sont fiers d'avoir accompli la première mission de l'armée de l'air dans le cadre de cette guerre. Au total, durant toute la période, les Jaguars ont effectué 2346 heures de vol et 1390 sorties. Les missiles AS-30 laser et la bombe classique de 250 kg ont constitué les armes air-sol principalement, sans oublier
les bombes guidées laser, la BGL de 480 kg, des bombes lance-grenades Beluga et des bombes de 125 kg et des roquettes de 100 mm. On se souvient tous des images de restitution de tirs laser effectués sur les cibles militaires irakiennes. Mais revenons en arrière et voyons comment nous sommes arrivés à ce niveau de perfectionnement. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le Mirage 4, l'armée de l'air a une force aérienne stratégique qui consomme une part croissante du budget. 3 ans avant la création de la force aérienne stratégique, le 25 février 61, le commandement de la FATAC, force aérienne tactique, voit le jour. Cette FATAC a pour vocation le combat conventionnel. Elle est équipée de F-100, des Mystère 4. Je ferai bientôt une vidéo sur les F-100 français et sur les Mystère 4, ne vous inquiétez pas. Puis la FATAC va être équipée de Mirage 3E, R et 5. Pareil, je ferai bientôt des vidéos sur ces avions. En 1964, l'armée de l'air exprime le besoin d'un avion bimoteur d'entraînement avancé ayant pour mission secondaire l'appui-feu léger. Le programme E4, qui veut dire École de combat et d'appui tactique, est lancé, avec comme vocation de remplacer les Fouga Magister, en bas de la slide, les T-33, en haut de la slide, et les Mystère 4 au milieu. Le même avion doit pouvoir se décliner en biplace d'entraînement avancé ou en monoplace d'appui tactique, et l'achat de 150 appareils est prévu, 75 dans chaque version. On demande la première livraison pour 1970. 5 avionneurs sont sur les rangs: Sud Aviation, Nord Aviation, Potez, Dassault et Breguet. Sous la direction de l'ingénieur Georges Ricard, Breguet propose le Breguet 121, un lointain dérivé du BR 1001 Taon, BR pour Breguet. Il s'agit, comme vous pouvez le voir sur le dessin, d'un biréacteur léger, propulsé par 2 réacteurs dépourvus de post-combustion et d'une masse maximale au décollage de 7,4 tonnes. Plus léger, plus petit et moins coûteux a priori, il est le vainqueur le 15 janvier 64. À la même époque, la Grande-Bretagne exprime un besoin similaire à la France pour équiper la Royal Air Force. L'industrie aéronautique britannique était affaiblie du choix stratégique fait en faveur du tout-missile, de préférence aux avions pilotés. L'Angleterre est donc obligée de se fournir chez les Américains pour s'équiper en avions de chasse. Des programmes de coopération sont engagés avec la France, dans les hélicoptères par exemple, mais on reste mécontent à Paris de ne pas avoir pu vendre des Transal et des Mirage 4 équipés de réacteurs SPE. À ce sujet, voir ma vidéo sur le Mirage 4. Le gouvernement d'Harold Wilson, que vous voyez ici en photo, souhaite se rapprocher de la France et de prendre part au programme E4 afin de remplacer les Folank Knacht, c'est-à-dire l'avion que vous voyez en haut à gauche, et le Hawker Hunter, celui que vous voyez en bas à droite. La British Aircraft Corporation, c'est-à-dire la BAC, rejoint Breguet et le 17 mai 1965, un accord de coopération voit le jour. Le 10 juin 1965, le Breguet BR 121 devient officiellement le Jaguar. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est commun dans les 2 langues. Les Britanniques optent pour un design Made in France, mais Rolls-Royce décroche la maîtrise d'œuvre de la motorisation en coopération avec le motoriste français Turbomeca. En revanche, le système d'armes reste propre à chaque pays. L'hypothèse industrielle alors retenue table sur la fabrication de 150 appareils pour chaque pays, avec le lancement en série dès 1968. On part sur une production mensuelle de 4 appareils sur une seule chaîne de montage. Rapidement, les politiques s'en mêlent et donc chaque pays se dote de sa propre chaîne de montage. Alors que la fabrication des prototypes débute, le point de vue des états-majors continue d'évoluer et le 22 juin 65, une nouvelle fiche de programme fait le point sur des exigences reformulées. Maintenant, la priorité est la mission d'appui tactique. L'Angleterre demande des performances accrues avec une capacité supersonique, ce qui n'est pas prévu au départ. En France, on étudie le remplacement de l'étendard 4. Breguet et Bach s'inquiètent de ces variations et de leurs conséquences financières et techniques sur le programme. Les coûts s'envolent au fur et à mesure que l'avion prend du poids. Il approche les 9 tonnes, puis 9,8 tonnes en 66. Il change de forme aussi, l'épaisseur relative de l'aile et le mètre cube du fuselage sont réduits, l'empennage et les entrées d'air sont redessinés. En janvier 1967, alors que commence la fabrication des pièces primaires des premiers prototypes, un protocole d'accord binational fait état de 400 appareils à commander, répartis de la manière suivante:
110 avions d'entraînement, 75 avions d'appui tactique pour l'Angleterre, 85 avions d'entraînement, 75 avions d'appui tactique et 40 avions embarqués pour la France. Au changement de cap suit au début des années 70, la France abandonne la version aéronavale et l'Angleterre met l'accent sur la version d'appui au détriment des appareils d'entraînement, respectivement 165 et 35 avions. Chaque pays impose ses propres fournisseurs, les donneurs d'ordre politiques français exigent l'emploi sur le Jaguar d'une avionique assez rudimentaire pour en limiter sciemment les capacités offensives. Le Jaguar est un avion défensif et n'a pas besoin d'une avionique évoluée pour remplir sa mission. D'après Paris, et c'est sans rire. Les Anglais sont plus pragmatiques, ils équipent les avions d'un système de navigation et d'attaque performant qui sera sans cesse modernisé. Le coût du programme continue de grimper, un abandon est même envisagé en 1969, alors que le prototype vient de voler en septembre 68. Les pénalités que les États devraient verser aux industriels coûteraient trop cher. Le SEMA de 1970, le général Paul Stenling, que vous voyez ici, va dire le JAG, l'avion solide et fiable avec lequel on fait la guerre. Or, alors, lui dit que c'est le plus coûteux, le plus raté de nos avions, pardon. Et les pilotes, eux, disent le JAG, c'est l'avion solide et fiable avec lequel on fait la guerre. Donc il y a déjà une différence de point de vue entre le chef d'état-major qui pense que l'avion est coûteux et il est raté, et ce que diront les pilotes qui l'utiliseront. Au total, 8 prototypes sont construits, 5 en France et 3 en Grande-Bretagne. Breguet vient d'être racheté par Dassault, mais les équipes Breguet restent en place. Le 11 avril 1968, le premier prototype, le biplace E01, tout juste sorti des ateliers Breguet de Vélizy, effectue ses premiers essais de roulage sur la piste de Villacoublay. Il est présenté une semaine plus tard à la presse. Puis il prend la route, après avoir été démonté, pour se rendre à Istres. Nous sommes en mai 68 et donc cela entraîne des retards, comme vous pouvez vous en douter. Le 8 septembre 1968, Bernard Witt, pilote d'essai de chez Breguet, depuis 1956, fait décoller le E01. Le vol dure une trentaine de minutes, sous le regard de Jimmy Dale, pilote d'essai de la BAC, qui suit le vol depuis un autre chasseur. Il est utilisé pour les essais de performance et pour la mise au point aérodynamique de l'avion. Il sera malheureusement perdu au cours de son 113e vol, le 26 mars 1970. Sur feu moteur, le commandant Alain Brossier était le pilote. Le commandant Alain Brossier, du CEV, est aux commandes pour une mission d'étude en basse altitude avec un fort centrage arrière. Pendant le vol de la veille, le moteur gauche affichait quelques températures anormales, mais aucune explication n'a pu être trouvée et le feu vert a été donné pour le 113e vol. Quelques minutes après le décollage d'Istres, un feu se déclenche sur ce même moteur, le commandant Brossier ne parvient pas à éteindre, il opère un demi-tour vers le terrain de départ, la météo est mauvaise et doit se faire guider au radar pour l'approche, qui ne comprend pas l'urgence de la situation. Le commandant se rend compte trop tard qu'on le guide pour une verticale terrain, au lieu de l'amener directement vers le seuil de la piste. Il tente ce qu'on appelle une baïonnette, mais c'est trop tard, l'avion est lourd, trop rapide, la sortie du train est incomplète, faute d'hydraulique. À 1000 pieds 160 nœuds, le pilote s'éjecte et tombe sur les cailloux de la Grau, non loin de la piste. Blessé, il revolera, mais l'avion est détruit. Je vous invite à vous procurer son livre, voir la photo que vous voyez ici de la couverture de son livre. Le E02 prend son envol à Istres le 11 février 69. Il est utilisé principalement pour la mise au point des réacteurs avant d'être convoyé en Grande-Bretagne où auront lieu les essais de la post-combustion modulable de la tour MK102. Le premier prototype de monoplace est le A03. Il quitte le sol pour la première fois le 22 mai 1969 aux mains de Bernard Wright. L'avion est destiné aux essais d'emport et de largage, des charges externes ainsi que la mise au point de la motorisation. Il est accidenté lors d'un atterrissage à Istres au cours de son 6e vol le 8 mai 1969, mais l'avion est réparé. Le A04 décolle d'Istres pour la première fois le 27 mai 64. Son pilote est Jimmy Dale. L'appareil est utilisé pour étudier les qualités de vol et les performances de la version monoplace. Le M05, quant à lui, décolle le 14 novembre 69 à Melun-Villaroche. Son pilote est Jacques Gensberger.
pilote d'essai de chez Breguet, mais aussi spécialiste des avions embarqués. Au cours de son 4e vol, il est envoyé à Istres. Il va ainsi faire une campagne d'appontage simulée sur les pistes, ce qu'on appelle les ASSP à Nîmes. Après un passage en chantier au cours duquel il reçoit ses 2 quilles ventrales, il reprend ses essais en vol dans le sud de la France. Le 20 avril 70, il est envoyé à Bedford, en Grande-Bretagne, pour y être testé à l'appontage et au catapultage sur des installations aussi terrestres. Première période d'essai du 24 avril au 1er mai, puis deuxième du 8 au 18 juin. Je reviendrai un peu plus loin sur le Jaguar Marine. Je vous prie de bien patienter sur ce sujet. Le prototype anglais, le S-06, décolle le 12 octobre 69 du terrain de Wharton. Il est chargé de l'étude des performances générales et des emports spécifiques de la version britannique. Le S-07 décolle pour la première fois le 12 juin 70. Et le 30 août 1971, c'est au tour du Jaguar B-08 de prendre l'air. C'est un faux prototype, hein. L'appareil est en fait de série, mais il a été modifié pour participer aux essais, en particulier du SNA britannique. Les essais se font en même temps en France et en Angleterre, donc on perd beaucoup de temps. Pour pallier ce handicap, la direction de programme décide d'engager la construction en série de l'avion avant même la fin de la mise au point. La répartition des tâches est simple. Dassault Breguet pour la fabrication du fuselage avant et central, donc en orange ici sur la slide. BAC pour la fabrication de la partie arrière du fuselage de la voiture et des empennages, c'est-à-dire en jaune. Rolls-Royce pour les réacteurs. L'ensemble final se fait à Wharton pour les avions de la Royal Air Force et Toulouse-Coulommiers pour ceux de l'armée de l'air. On va le voir maintenant en détail. La voilure haute, construite en une seule pièce avec 3 degrés de dièdre négatif, offre une surface à l'air réduite, ce qui garantit de bonnes performances en basse altitude, mais limite le nombre de points d'emport. Pour compenser sa faible taille à basse vitesse, la voilure porte de nombreux dispositifs hypersustentateurs avec des becs à fente et fort recul très efficaces à l'atterrissage. Il n'a pas d'aileron sur les ailes, le gauchissement est assuré par des spoilers. Le fuselage, même alliage d'aluminium classique et nid d'abeille, c'est la spécialité de Breguet. L'empennage est aussi en nid d'abeille. Il comprend un matériau alvéolé pris en sandwich entre 2 tôles minces. L'ensemble offre une très grande résistance aux efforts mécaniques. Le Jaguar est aussi très bien conçu pour les mécaniciens qui bénéficient de nombreuses trappes de visite pour accéder aux organes vitaux de l'avion et aux réacteurs. Tous les Jaguars reçoivent d'origine une perche de ravitaillement escamotable et éclairée dans le côté droit du fuselage, devant le poste de pilotage. Et ici, vous voyez la vue du pilote lors du ravitaillement. Le Jaguar biplace français et quelques biplaces omanais recevront également une perche axiale fixe à partir du 27e appareil de série. Cet équipement sera ensuite monté en rattrapage sur les autres biplaces de l'armée de l'air française. Bien que biplace ne soit pas en mesure de remplir toutes les missions du Jaguar A, c'est-à-dire le monoplace, l'avion dispose cependant de 2 canons de 30 mm, le 2 face à 153, 150 obus chacun, comme sur le A. Je me dois d'évoquer le train d'atterrissage, équipé de roues traînées et de pneus à basse pression. Ces atterrisseurs donnaient à l'avion la capacité de décoller et d'atterrir sur des terrains sommairement préparés. Vous pouvez ici admirer le train avant. Comme vous pouvez le voir ici, le 26 avril 1975, Tim Ferguson, pilote d'essai pour la British Aircraft Corporation, a fait atterrir un Jaguar sur l'autoroute M55 dans le Lancashire, peu avant son ouverture au public. L'atterrissage a démontré la capacité de l'avion à décoller et atterrir sur des pistes d'atterrissage peu orthodoxes, loin des principales bases aériennes dans des conditions de guerre. Les Jaguar A étaient équipés pour la navigation d'une centrale inertielle Enaratar Doppler DK-RDN 72. C'est cette antenne radio en forme de petit rail derrière la caméra qui correspond au radar Doppler, que vous voyez ici souligné le numéro 73. En revanche, le Jaguar n'avait pas de centrale inertielle 3 axes avec gyroscope et accéléromètre comme sur le Mirage F1. Pareil, je ferai une vidéo, plusieurs même sur le Mirage F1. Mais une centrale de cap et de conduite verticale autour de 2 gyroscopes. Le calculateur de tir Thomson CSF capable de déterminer la portée des projectiles, obus, roquettes ou bombes, en fonction des paramètres de vol fournis par l'avion.
Vous pouvez ici admirer 4 lance-roquettes F1. Chaque panier emporte 36 roquettes de 68 mm. Le tir est décidé par le pilote qui sélectionne le nombre de roquettes qui partent à chaque tir de une roquette à la totalité du panier. Ce qui fait que le Jaguar pouvait tirer ses 144 roquettes, 4 paniers de 36, en une seule salve. Des tirs très impressionnants. La navigation se fait avec un truc classique ensemble TACAN, VOR et ILS. Vous voyez donc que les VOR aident en fournissant des directions précises et les TACAN fournissent des informations de distance qui ont rendu la navigation aérienne sûre. L'ILS, ça permet aux pilotes d'effectuer des approches aux instruments de précision vers une piste. Alors ILS, ça veut dire Instrument Landing System. Tous les monoplaces ont également reçu la caméra à balayage latéral panoramique Omera 40 installée dans le nez de l'avion. Les Jaguars sont équipés à partir du numéro 81, puis en rétrofit sur les A1 et A50, du télémètre laser TAV38, d'une portée d'une dizaine de kilomètres par temps clair, permettant de connaître avec précision la distance avion-but. En 1985, le Jaguar reçoit un pilote automatique assez sommaire, simplement capable de maintenir automatique une altitude et donc de réduire la charge de travail du pilote pendant les longs vols de convoyage en altitude par exemple. À la fin des années 80, les 30 derniers avions de série, A131 à A160, ont été capables, pour utiliser la nacelle d'illumination laser Atlas, en rouge ici, ouvrant ainsi la porte du tir au guidage laser à l'armée de l'air. Elle va bien l'utiliser lors de la guerre du Golfe, comme évoqué au début de cette vidéo. Le missile AS-30L est en bleu ciel ici sur cette photo. Pour ceux qui n'étaient pas nés en 1991, pour ceux qui étaient nés en 91, vous devez vous rappeler des vidéos qu'on pouvait voir durant les actualités. À l'époque, j'avais 16 ans et je n'en ai jamais manqué une seule. Donc là, je vous ai mis pour ceux qui étaient nés après 91, quelles étaient les photos qu'on pouvait voir, et on voyait même les vidéos au journal télévisé. En vol au-dessus du désert, sans point de référence permettant le recalage, une dérive d'une dizaine de kilomètres par heure de vol n'était pas exceptionnelle. Alors, 15 jours après le début de l'offensive de la guerre du Golfe, les Jaguars déployés sont équipés en catastrophe de récepteurs GPS Garmin 100 fixés sur la casquette du tableau de bord avec du velcro, comme vous pouvez voir ici en photo dans le Air Actualité de l'époque. Il est équipé d'un siège éjectable Martin Becker MK4. Il nécessite une vitesse de 90 nœuds pour s'éjecter à hauteur nulle. Alors, petit focus sur la Marine nationale, comme je vous ai parlé tout à l'heure. À la fin des années 60, la Marine souhaite remplacer l'étendard 4. C'est ainsi que le Jaguar M voit le jour. C'est le 5e prototype. Comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, il reçoit un train d'atterrissage spécial pour être en mesure d'apponter. La jambe avant est équipée d'un amortisseur gonflable pour donner une assiette de 8 degrés au catapultage. L'angle de braquage des volets est augmenté pour abaisser un peu plus la vitesse d'approche. Le Jaguar reçoit une crosse à pontage. Le siège éjectable est un MK9, plus performant que le MK4. Il est équipé bien avant le A d'un télémètre laser TAV38. Et le 8 juillet 1970, au large de l'Orient, le Clemenceau, donc un des deux porte-avions de l'époque, Clemenceau et Foch, attend son invité. Le Jaguar Marine fait ainsi son premier toucher de roue sur le pont du Clem. Il vient par la même occasion effectuer son 71e vol. Le pilote est le capitaine de corvette Yves Goupil. 2 jours plus tard, le lieutenant de vaisseau Daniel Pierre effectue le premier catapultage. Durant cette campagne d'appontage et de catapultage, le Jaguar M en aura effectué une douzaine. Le Jaguar fait une fois de plus la preuve de sa sous-motorisation, rendant très délicat l'appontage sur un seul moteur. Le manque de puissance des réacteurs pose également un problème au catapultage qui doit systématiquement se faire avec la post-combustion enclenchée. Je vous voyez ici les vidéos de l'époque. Je vous laisse regarder et je parlerai à l'issue.
Deuxième campagne à la mer est menée du 20 au 27 octobre 1971 en Méditerranée, toujours sur le Clemenceau. Les essais portent sur les emports de charge et les catapultes sont sollicités aux limites de leurs possibilités, induisant sur l'avion des contraintes structurales très fortes. Des emportages sont également conduits jusqu'à 9,2 tonnes. Il est envisagé de pousser jusqu'à 9,6 tonnes lorsqu'un mécanicien alerte les ingénieurs du programme. Ils viennent découvrir deux criques importantes sur les attaches moteurs. Les essais sont stoppés immédiatement. Pour faire face aux problèmes soulevés, on envisage d'allonger la course des catapultes, de refroidir le pont par une circulation d'eau et doter le M05 d'une nouvelle voilure dont la fabrication est quand même lancée. Mais le surcoût induit devient excessif pour la marine, qui a également quelques doutes sur la tenue du nid d'abeilles, au vieillissement et à la corrosion. Le programme est arrêté officiellement en janvier 1973, alors même que le M05 s'apprêtait à recevoir sa nouvelle voiture, plus grande et mieux adaptée aux opérations à basse vitesse. Dès qu'il est réparé, il est confié à l'armée de l'air en mars 1972. Il effectue des essais avec le prototype A et E, et le 12 décembre 1975, il vient de faire son dernier vol avec Jacques Jesberger comme pilote. La cellule est confiée à l'école des mécaniciens de l'armée de l'air de Rochefort, puis il est cédé au musée de l'aéronautique navale de Rochefort, où vous pouvez encore l'admirer en 2024. Alors, le Jaguar dans l'armée de l'air française. Le Jaguar entre en service en 1973 et le dernier avion livré à l'armée de l'air, le A160, le 14 décembre 1981. La France va utiliser 40 biplaces de E1 à E40 et 160 monoplaces A1 à A160. Deux escadres, la 7 et la 11, rassemblant à elles seules 8 escadrons, ont été totalement équipés de Jaguar. Mais 3 unités sont équipées du Jaguar. Autres, le 3-3 Ardennes, l'escadron 24-118 du CEAM, donc Centre d'essai des appareils militaires, et le CITAC 339, CITAC pour Centre d'instruction tactique. Le Jaguar, comme tous les avions de l'armée de l'air, fait son passage au CEAM dans l'escadron 24-118. Le premier arrivé est le E2, le 4 mai 72. Ici, vous avez la photo montre un A, le 152, au CEAM. Le rôle du CEAM est d'effectuer les essais opérationnels des matériels nouveaux et de rédiger les concepts d'emploi et les documents techniques. Au début de l'été 72, un premier noyau de mécaniciens et de pilotes de la 7e escadre de chasse arrive à Mont-de-Marsan afin de se former sur leur nouvelle monture. La 7, on l'appelait l'Atomique. Le 1-7 abandonne les Mystère 4. Alors ne vous inquiétez pas les amis, je vais vous faire dans un avenir plus ou moins proche une vidéo sur le Mystère 4. Alors le 1-7 abandonne ses Mystère 4, équipe Nancy Hocher pour la base 113 de Saint-Dizier. Le premier Jag isolé se pose le 10 octobre 72, mais la véritable arrivée du Jaguar est le 24 mai 1973. Le 19 juin 1973, le ministre de la Défense, Roger Gallé, préside la cérémonie marquant l'entrée en service opérationnel des Jaguars. Le 1er septembre 1974, le 1-7 est déclaré opérationnel pour la mission nucléaire. Donc pour repérer si c'est du 1-7, vous voyez, si vous voyez écrit 7-H, c'est le code pour le 1-7, et ensuite de A à Z. Puis c'est au tour du 3-7 de déménager vers Saint-Dizier et d'échanger les Mystère 4 contre des Jaguars tout neufs. La transformation se fait en novembre 1973 et l'escadron est opérationnel en 1975 dans le cadre de la mission de dissuasion nucléaire. Il reste opérationnel jusqu'au 1er septembre 1991. En effet, il se consacre après cette date uniquement à l'assaut conventionnel et à la reconnaissance. Donc là, pareil, pour le reconnaître, si vous voyez écrit 7-I, ça veut dire qu'il vient du 3-7. Le troisième escadron formé est le 2-7. Il est recréé le 1er mai 1974. Équipé majoritairement de biplaces, sa mission est de former sur Jaguar les jeunes pilotes sortant de l'école de chasse. En 27 années d'existence, l'escadron forme 849 pilotes. La mission secondaire de l'escadron est l'assaut conventionnel. Donc là, pareil, si vous voyez écrit 7-P, c'est que c'est du 2-7. Le dernier escadron de la 7, donc le 4-7, est le dernier escadron de l'armée de l'air à percevoir des Jaguars au début des années 80. Il est recréé le 1er avril 1980 sur la base aérienne de Saint-Didier, mais déménage en août 80 pour la base aérienne 125 d'Istres. Ses missions restent la pénétration nucléaire tactique et l'assaut conventionnel.
Il a une existence brève, il est dissous le 31 juillet 1989, il renaît de ses cendres le lendemain et devient le 3-4 Limousin sur Mirage 2000N, mais ça c'est une autre histoire. Et oui, un jour je ferai une vidéo sur le Mirage 2000. Donc si vous voyez écrit 7-N, pas de doute, c'est le 4-7. La 11, on l'appelait l'Africaine. Le premier escadron de la 11 à recevoir les JAG est le 311 Corse. Le 7 février 1970 se pose à Toul le premier Jaguar. Il succède au F-100 Super Sabre. Pas de panique aussi, les amis, je ferai un jour une vidéo sur le F-100. L'unité excelle dans les opérations extérieures. Les pilotes sont qualifiés pour le ravitaillement en vol, ce qui pour l'époque est rare en dehors des forces aériennes stratégiques. Donc si vous voyez 11-R, pas vous inquiéter, c'est le 311 Corse. C'est au tour du 1-11 de se former, c'est chose faite en mars 1976, et le 1-11 prend sa place au sein de la force d'action extérieure aux côtés du 3-11. Donc là pareil, si vous voyez 11-E, c'est du 1-11. Le 2-11 Vosges reçoit ses Jaguars en juin 1976, mais conserve pendant un an encore quelques F-100D dans l'une de ses deux escadrilles. À la mi-1977, le 2-11 est totalement équipé de Jaguar et peut se consacrer à sa mission atypique, la guerre électronique offensive. En 1987, à la dissolution du 3-3 Ardennes, le 2-11 change de panoplie et récupère aussi la mission anti-radar avec le missile Martel. Donc si vous voyez écrit 11-M, pas de doute, c'est le 2-11. Le dernier escadron de la 11 est le 411 Jura. L'unité est dissoute le 31 décembre 1978 à Djibouti. Il est recréé le lendemain, le 1er janvier 1979, sur la base aérienne de 106 de Bordeaux-Mérignac. Il a les mêmes missions que les autres unités de la 11, c'est-à-dire assaut conventionnel, reconnaissance et, dans une moindre mesure, défense aérienne à basse altitude. Il est par la suite la première unité à mettre en œuvre des armements à guidage laser. Donc pareil, si vous voyez 11-Y, c'est le 411. Le 3-3 Ardennes, appelé l'électronique, le 25 février 1977, le 3-3 perçoit son premier Jaguar. L'escadron commence à se séparer des Mirage 5F, dont l'armée de l'air avait hérité à la suite de l'embargo contre Israël. La mission principale de l'escadron est l'aide à la pénétration et la lutte anti-radar. En mai 87, 10 ans après leur arrivée, les 10 derniers Jaguars de l'escadron quittent Hocher. Ils sont remplacés par des Mirage 3E, permettant à la 3e escadre de chasse d'uniformiser son parc. Donc si vous voyez écrit 3-X, pas de doute, c'est le 3-3. Le SITAC 339 Aquitaine est chargé de former à la pénétration tout temps à basse altitude les navigateurs officiers système d'armes, NOSA, des Mirage 2000N. Le SITAC n'utilisera que 6 Jaguars biplaces de septembre 88 à juillet 2001. Le Jaguar est parti en opération pour la première fois en 1977. Sa carrière en opération extérieure se termine le 10 juin 2004 au Kosovo. Ainsi, durant 27 ans, le Jaguar aura été aux avant-postes de l'histoire militaire aéronautique française. Le Jaguar fait connaissance de l'Afrique le 8 décembre 1975 à la faveur du premier déploiement à Djibouti. 1977, c'est le baptême de feu en Mauritanie dans le cadre de l'opération Lamentin qui débute le 23 novembre 1977. 8 Jaguars sont basés à Dakar pour intervenir contre le front Polisario à la demande du gouvernement mauritanien. Le Jaguar, grâce à sa capacité de ravitaillement en vol, est le seul appareil de l'armée de l'air disponible pour ce type de mission. Dakar se situe à plus de 1000 km de la zone d'opération. Ils font donc ravitailler à l'aller comme au retour. L'opération se termine en mai 1980, après plusieurs engagements au canon de 30 mm, mettant un coup d'arrêt aux actions du front Polisario et ouvrant la voie à la diplomatie. Le JAG tient bien l'Afrique, l'avion est le plus souvent parqué en extérieur sous la protection d'une simple bâche, soleil, pluie diluvienne, vent, sable, humidité. Sa rusticité lui permet de tenir le coup. En gros, il est rustique. L'opération Taco débute au Tchad en 1978. 6 Jaguars de la 11 sont déployés sur la base de N'Djamena pour combattre les rebelles soutenus par la Libye. Au plus fort de l'opération, 12 autres JAG arrivent en renfort. Le déploiement alterne entre N'Djamena et Libreville au Gabon. Les rebelles sont défaits par une vigoureuse action aéroterrestre, où les JAG se distinguent. Mais le bilan est lourd. 4 Jaguars sont perdus, dont un abattu par un missile SA-7,
et 2 pilotes sont tués en opération pour la seule année 78. L'opération Manta, les Jaguars sont à la pointe des combats, mais le prix fort est payé le 25 janvier 84. Le capitaine Michel Crossy, que vous voyez ici en photo, du 411 Jura, est abattu par des tirs de bitube de 23 mm aux commandes de son Jaguar dans la région de Torodoum, dans le nord du Tchad. Il s'éjecte, mais trop tard. C'est le premier pilote français abattu par le feu ennemi depuis la guerre d'Algérie. Un autre Jaguar est perdu sur accident le 16 avril. Le détachement quitte le pays au début du mois d'octobre 84. L'armée de l'air monte l'opération Chevestre le 19 janvier 84. La France a des casques bleus au Liban. Elle veut prouver sa capacité à mener des actions à longue distance et avec un très court préavis au départ de la métropole. 4 Jaguars décollent de Solanzara, vont survoler Beyrouth et reviennent se poser en Corse après 5 ravitaillements en vol et 6h45 de vol. Les Jaguars inaugurent en avril 1981 l'exercice Red Flag aux USA sur la base de Nellis. Toutes les menaces solaires et aériennes sont reconstituées. Les Jaguars sont convoyés par la voie des airs, Istres, Dakar, Recife, Cayenne, Floride et enfin le Nevada. Ce sont les premiers avions de combat français à se rendre aux USA. Les enseignements en sont bien sûr bénéfiques. De nouveau, au Tchad avec l'opération Épervier. Une quinzaine de Jaguars de la 7 et de la 11 sont regroupés à Bangui, en République centrafricaine. Le 16 février 1986, 12 Jaguars du A-11 attaquent le terrain d'Ouadimdoum, occupé par les Libyens dans le nord du Tchad. Les avions utilisent des BAP-100 et des bombes freinées de 250 kg, BAP pour bombes antipiste. C'est un raid de 5 heures et 3300 km grâce au ravitaillement en vol. 5 C-135 FR sont sur le pont, 2 Atlantiques de la marine assurent le guidage de la formation, la piste d'Ouadimdoum est percée de quelques cratères, ce qui entraîne une réplique libyenne dès le lendemain. Un Tupolev 22 solitaire bombarde l'aéroport de N'Djamena sans être inquiété. Réaction française, les avions de chasse sont dorénavant stationnés sur l'aérodrome de la capitale tchadienne. Le 6 janvier 1987, deuxième raid sur Ouadimdoum, objectif détruire les radars libyens à l'aide des missiles AS-37 Martel. Les radars restent muets, les Jaguars sont obligés de rebrousser chemin. Ce n'est que partie remise. En effet, le lendemain, 2 Mirage F1CR jouent le rôle d'appât, la ruse fonctionne, les radars sont activés et un missile est tiré contre l'émetteur. Je ne vais pas me répéter car j'ai évoqué la guerre du Golfe en introduction. Je rappelle juste que le 15 mars 91, les 4 premiers Jaguars rentrent de Toul. Le bilan est le suivant, 1390 sorties, 615 missions de guerre, 2436 heures de vol au total pour les pilotes de la 7 et de la 11. Plusieurs appareils ont été touchés, mais aucun abattu. Dans une émotion que je vous montre le Jaguar A91 qui a été touché 3 fois durant toute sa carrière. Et chaque fois, il a ramené son pilote. On peut dire que le Jaguar 11 Yankee Golf, le A91, est un guerrier et je suis honoré de rencontrer ce guerrier. Les Jaguars reviennent en mai 1993 en Irak dans le cadre de l'opération Aconite. 4 Jaguars, 6 pilotes et 32 mécanos du 1-7 Provence sont cette fois basés à Incirlik en Turquie. Ils réalisent des missions de reconnaissance en altitude sur les territoires irakiens au nord du 36e parallèle. À partir du 15 février 1994, il y a 8 Jaguars. En juin 1994, 4 Jaguars de la 7 partent 4 mois d'Aran pour participer à l'opération Alice. Il s'agit cette fois d'interdire à l'aviation irakienne d'opérer au sud du 32e parallèle. Afin de faire respecter l'interdiction de survol de la Bosnie décrétée par l'ONU et protéger Casque Bleu sur le terrain, l'OTAN met en place le 12 avril 1992 l'opération Denit Flight. À partir de janvier 1993, la participation française comprend le déploiement de 14 Jaguars de la 11 basés à Solonzara, provisoirement dans le cadre de l'opération Balbuzar. Le 6 avril 1993, les avions sont stationnés sur la base de Rivolto en Italie. 8 Jaguars participent alors à l'opération Cresserelle. C'est la dernière opération du 311 Corse avant sa dissolution. En juillet 1994, le 3-7 est projeté au Zaïre, à Kinsangani.
Dans le cadre de l'opération Turquoise, les Jaguars appuient les troupes au sol et réalisent des reconnaissances aériennes sur le Rwanda. On déplore la perte d'un Jaguar lors d'un vol à très basse altitude. Été 95, l'OTAN s'engage dans une opération militaire d'envergure en ex-Yougoslavie pour mettre un terme aux conquêtes territoriales des Serbes. L'opération se nomme Deliberate Force. Les Jaguars du 3-7, basés à Istrana, tirent des GBU-12 au combat. C'est encore une première pour l'armée de l'air. En décembre, l'opération Salamandre 1 vient de se mettre en place. Les Jaguars stationnés en Istrana en Italie, aux côtés des FACR, assurent le soutien des troupes au sol. Durant sa carrière, les Jaguars français va porter 6 camouflages différents que nous allons voir. Donc si vous êtes maquettiste, ça va vous intéresser. Si vous ne l'êtes pas, peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Je vous demande donc d'aller un peu plus loin et je m'en excuse. Alors pour amis maquettistes et ceux qui s'intéressent au camouflage, donc il y a eu le camouflage type 1, le camouflage type Europe, le camouflage type 2 que vous voyez ici, couleur sable, le camouflage type 3, toujours sable, mais avec des nuances de couleurs, surtout pour Red Flag, camouflage type 4, donc plus chocolat vanille, le type 3, donc sable et sable mais un peu plus foncé, plus pour la guerre du Golfe, et celui-là vraiment pour la guerre du Golfe, camouflage type 6. Alors quelques particularités, comme vous pouvez le voir, je vous laisserai lire en détail, vous pouvez mettre sur pause et puis vous regardez les détails suivant les types de camouflage. Les emports. Alors, plusieurs points d'emport que vous pouvez voir ici en détail, avec des réservoirs aussi pendulaires sous les ailes ou sous le fuselage. Alors, il peut être équipé de contre-mesures pour la guerre électronique que vous voyez ici en photo. Donc, vous regardez ceux que ça vous intéresse, pour amis maquettistes toujours. Les désignation laser. Donc, vous voyez ceux qui pouvaient en être équipés et les autres. Les missiles, les bombes guidées laser, les bombes spéciales, les emports spécifiques, les bombes lisses et freinées, les bombes bleues pour les exercices, les lance-roquettes. L'armée de l'air retire du service ses derniers Jaguars le 1er juillet 2005. Le dernier escadron encore opérationnel est le A7 Provence, recevant alors les premières rafales l'année suivante. La Grande-Bretagne, puisqu'on va parler des Jaguars britanniques maintenant, la Grande-Bretagne commande 200 Jaguars. Le premier Jaguar S de production est livré le 11 octobre 1972 et le premier biplace, le T2, T pour Training, le 22 mars 1973. Les premiers appareils sont livrés au Jaguar Conversion Team, où l'activité opérationnelle débute en avril 1974. 9 squadrons, dont un de conversion opérationnelle, reçoivent le Jaguar au sein du Strike Command, et 5 escadrons dépendent de la Royal Air Force Germany, donc en Allemagne. Ils ont pour 4 d'entre eux la frappe nucléaire avec des bombes pré-stratégiques comme pour mission principale. Le 5e escadron basé en Allemagne est plus particulièrement tourné vers les missions de reconnaissance. Alors les Jaguars qui sont en photo ici n'ont rien à voir avec les unités, mais c'est juste pour vous montrer des Jaguars britanniques. Le Jaguar est rapidement remplacé par le Tornado en Allemagne. Alors si vous êtes spécialiste sur le Tornado, je pense qu'on serait ravi que vous nous fassiez une vidéo sur le Tornado. Contactez Olivier Pontreau, il sera ravi de vous recevoir. Bon, alors, il va rester très actif sur les bases britanniques, dont les missions d'assaut conventionnelles et de reconnaissance tactique. Les investissements consentis par la Royal Air Force en font un avion puissant, tout à fait capable de jouer un rôle de premier plan dans le cadre d'un conflit en Centre-Europe. Peu de temps après le lancement de la production, le Jaguar GR1 britannique reçoit le Laser Range and Market Target Seekers, c'est-à-dire un télémètre et écartomètre laser en français, qui donne cet aspect biseauté du nez de l'avion. Les appareils sont par ailleurs équipés d'un système de navigation et d'attaque moderne et d'un système de navigation inertielle capable d'amener l'avion sur son objectif sans aide extérieure. Dès 1978, les Britanniques ont également résolu de moins partiellement le problème de la sous-motorisation en échangeant des Adour Mk102 contre des Mk104 plus puissants de 10 à 15%. À la fin des années 90, le Mk104 vieillissant, il est remplacé à son tour par l'Adour Mk106
sur une soixantaine de Jaguars. Les équipages des Jaguars britanniques n'avaient pas été confrontés à des situations de guerre comme les Américains en Vietnam ou les Français en Afrique, mais leur heure a sonné en 1991 lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït. Le Jaguar, qui semble en perte de vitesse à la fin des années 80, va jouer un rôle important lors de la guerre du Golfe, opération Granby pour les Britanniques. Les 12 avions impliqués dans des combats accomplissent 618 sorties à la moyenne altitude en ne tirant que des missions classiques et ils n'en déplorent aucune perte. Les Anglais envoient donc leurs 12 GR1A, ils sont stationnés sur la base aérienne de Coltis Hall à Bahreïn et le 17 janvier 1991 à 8h30 heure de Bagdad, lors de la deuxième vague, les Jaguars anglais ont attaqué à basse altitude 35 mètres, oui, vous avez bien entendu, 35 mètres, la base Amen al-Jabel avec des bombes explosives de 250 kg et des bombes à fragmentation Beluga. La défense antiaérienne irakienne est au rendez-vous, plusieurs Jaguars sont touchés. La Royal Air Force décide de moderniser le Jaguar, celle-ci se voit attribuer des ajouts de rails de lancement de missiles sur les extrados, modernisation de l'électronique embarquée avec un nouvel ensemble. Ils vont servir au sein de la Royal Air Force comme chasseurs-bombardiers jusqu'au milieu des années 81, lorsque l'avion à géométrie variable, le Tornado, est venu les remplacer, comme je vous le disais tout à l'heure. La Royal Air Force retire ses Jaguars du service actif en 2007, à peu près un an de décalage avec la France. Alors, l'exportation. Le Jaguar va être exporté à l'Équateur, Oman, Inde et Nigeria. L'Équateur va commander 12 Jaguars, dont 2 biplaces, afin d'équiper l'escadron 2111 Jaguar S, Jaguars identiques à ceux de la Royal Air Force, avec un télémètre, un écartomètre laser dans le nez. Le premier vol aux couleurs de l'Équateur a lieu en 1976. En 1990, plusieurs Jaguars d'occasion sont achetés à l'Angleterre afin de compenser les attritions. L'Oman commande aussi 12 Jaguars, dont 2 biplaces aussi. Le premier Jag arrive en 1977, deuxième commande en 1982 pour 8 Jaguars et 2 biplaces, puis 2 autres. En tout, 26 Jaguars sont employés. La Royal Air Force est chargée de la mise en œuvre et l'entretien. Le 6 août 2014, l'Oman retire officiellement les 6 derniers Jaguars monoplaces et 4 biplaces. Première commande de 40 Jaguars dont 5 biplaces par l'Inde. Les premiers arrivent en 1981, mais dès 1979, les Indiens utilisent des Jaguars anglais prêtés par la Royal Air Force ou prélevés sur les lots de production destinés aux Anglais. Mars 82, 40 nouveaux Jaguars sont assemblés sur place. Ils sont équipés de la version MK811 de l'Adour et d'un SNA conçu localement, programme Darwin. Pourquoi Darwin? Pour Display Estates Ranging Initial Navigation. Dans le lot, 8 sont équipés du radar Argaf pour l'attaque anti-navire avec le missile Sea Eagles. Décembre 82, troisième lot de 31 appareils. 1988, quatrième commande de 15 avions, mais annulée en 89. Et finalement, elle est relancée et honorée. Puis l'ultime commande de 17 biplaces et 20 monoplaces, mais construits sous licence par Induson Aeronautics Limited, appelé aussi HAL, HAL. Ils sont tous équipés de l'ensemble de navigation et d'attaque Darwin 2. Le premier biplace est livré en juillet 2005. Après un problème de livraison, 99 sont construits sous licence. La capacité du Jaguar en tant qu'avion de reconnaissance ont été démontrées par les pilotes du 5e escadron en juillet 1988 lors de l'opération Pavan, une opération de maintien de la paix menée par les forces armées indiennes au Sri Lanka. Les Jaguars ont ensuite effectué plusieurs longs vols de reconnaissance au-dessus de Jaffna. Les Jaguars ont également effectué des vols de reconnaissance à Kargil et le 5e escadron de combat de l'Indian Air Force fut d'ailleurs le dernier à recevoir un Jaguar en 1987 quand il a troqué ses bombardiers Canberra. Son réarmement s'est achevé en 1991. L'escadrille a reçu des Jaguars très spéciaux avec un radar agave placé dans la pointe avant du fuselage et des missiles anti-navires Sea Eagle qui furent intégrés au système de contrôle d'armes. Le missile a été suspendu sur le pylône ventral central. Cette version de l'avion a été désignée Jaguar IM, IM pour Indian Maritime. Au total, 76 avions du troisième lot ont été assemblés et partiellement construits en Inde en 6 séries de production. La production en série à grande échelle a commencé avec l'avion de la 7e série de production. 56 avions ont été fabriqués, dont 11 Jaguar IS, 4 Jaguar IM et 17 Spork. Le Jaguar Max a été présenté à Air India en 2019 par HAL. L'avion continue de perdre de la poussée avec les temps et sa capacité a été réduite de 15 à 20% en raison d'un moteur vétuste
qui doit être remplacé en raison d'une usure importante. La France, quant à elle, va donner 31 Jaguars à l'Inde en 2011. L'Inde les utilise comme pièces détachées a priori. Actuellement, les Jaguars sont encore utilisés en Inde. C'est le seul pays encore à les utiliser. Les Jaguars monoplaces de la 7e série étaient équipés d'un système de ravitaillement en vol, tandis que les réservoirs de carburant amovibles étaient installés sur les avions déjà construits, les 2 et 3e lots. Le système de ravitaillement en vol permettait d'être compatible avec le ravitailleur Ilyushin 78. Alors, si vous voulez maintenant admirer le Jaguar et que vous habitez en France, il n'y a rien de plus simple. Soit vous allez au musée de l'air, comme j'ai pu voir tout à l'heure pour le A91, mais ils en ont un autre. Ils ont un autre A, ils ont un E. Vous pouvez aussi aller au musée d'Albert, qu'il faut vraiment le détour. Vous pouvez aller à Savigny-les-Bonnes, aux Elbes anciennes, etc., à Rochefort pour le Jaguar Marine. Donc vraiment, si vous souhaitez le voir, c'est très très facile. Et si vous êtes sur la Nationale 4, pas loin de Saint-Dizier, et que vous prenez la rocade, vous tournez votre tête et vous verrez un jaguar en pot de fleurs. Donc c'est vraiment très facile de voir un jaguar aujourd'hui. Alors, si vous voulez voler avec, c'est possible, hein, sur FS10, War Thunder, etc. Donc je vous ai mis quelques photos. Donc vous pouvez vous prendre pour un pilote de Jag. Vous voulez le monter en maquette, alors il y a pléthore de modèles. On va dire, ah, vous mettez clé l'air, bah oui, mais il y a le Matchbox, il y a Hobbyboss, Italry, enfin bref, si vous voulez monter le Jaguar, c'est très très facile. Moi, j'ai quasiment monté tous les Jaguars de toutes les escadres que je vous ai parlé tout à l'heure. Je les ai tous. Alors, mes sources. Alors, le Docavien, hein, les avions brigués. Je vous ai mis les sources aussi Internet. Donc, vraiment, vous avez des gens qui font des choses très intéressantes sur Internet et qui en parlent. Et le site pilote-chasse-11e escadre vaut vraiment le détour. Spotaero-blogspot aussi. Enfin, tous, ceux que je vous ai mis là, valent vraiment le détour. Alors, mes sources pures, celles avec lesquelles j'ai écrit, que j'ai récupéré les photos, etc., en plus d'Internet, vous avez les 3 livres qui sont vraiment très importants sur le Jaguar. Petit format, Jaguar sur Al-Jaber, le gros livre sur le Jaguar qui est vraiment la Bible du Jaguar. Et puis, comme des petits, hein, puisque mon premier Air Actualité était en 1989, j'avais 14 ans, j'ai tous les Air Actualité pendant un laps de temps, en tout cas des années 80-90 jusqu'à l'an 2000. Donc là, je vous ai mis ceux où je suis allé chercher le renseignement sur les Jaguars pendant la guerre du Golfe, les GPS, etc. Donc dans les Air Actualités de l'époque, ils étaient très très bien faits à l'époque, que je vous concède vivement à trouver si vous ne les avez pas. Je tiens à remercier aussi particulièrement Jacques Davy pour plusieurs choses, et le colonel Pierre-Alain Antoine qui a eu le privilège de commander le 211 Vosges et d'être pilote sur Jaguar. Donc je vous remercie à tous les deux en particulier. Et puis je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux avions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.